Andor est une série surprenante, elle bénéficie de qualités rares en termes de conception, de production, d'interprétation, tout en faisant certains choix qui pourraient laisser de côté certains spectateurs. Andor est sans doute la meilleure série Star Wars d'un point de vue artistique et pourtant je peux comprendre qu'on lui préfère une approche radicalement différente comme celle de The Mandalorian notamment. Je pense que je parviendrai à mener à bien cette vidéo sans énorme spoiler, mais quoi qu'il en soit, si vous hésitez, regardez Andor et persévérez si vous vous êtes arrêté au début ou en cours de route. La série Andor est une preuve éclatante de la liberté créative laissée par Disney sur la licence Star Wars et je pense même qu'on peut dire exactement la même chose avec une série nettement moins réussie, à mes yeux du moins, comme le livre de Boba Fett. Je pense que l'erreur fondamentale de Disney avec Star Wars réside essentiellement dans la post-logie, même si ces 3 films n'ont pas que des défauts. Si la direction prise pour cet univers avait été directement la Haute République par exemple, je pense que la perception d'une partie du public sur le Star Wars de Disney serait radicalement différente. Au sujet de la Haute République, venez ce lundi 28 novembre, aujourd'hui à partir de 21 h sur la chaîne Twitch de GastronoGeek, pour en parler avec nous et des spécialistes. Ce sera passionnant. Malheureusement, l'erreur de vouloir poursuivre la saga Skywalker a été commise, mais je pense que beaucoup de fans condamnent l'ensemble de la gestion de la franchise plutôt que de l'examiner au cas par cas. Kathleen Kennedy pourrait quitter la présidence de Lucasfilm si la rumeur se confirme, mais il me semble qu'elle a laissé carte blanche aux créateurs et peut-être même trop dans certains cas. A priori, on est loin d'un échec par volonté de tout contrôler, mais plutôt dans une situation de trop forte disparité de qualité entre les séries et peut-être même de direction artistique d'un projet à l'autre, même si certains pourraient voir à juste titre, sans doute, cet éventail de modes d'expression comme une force pour la saga. Tout ça pour en revenir plus spécifiquement à Andor qui bénéficie de la vision de Tony Gilroy, un scénariste et réalisateur accompli qui était déjà co-scénariste du film Rogue One. Il serait facile de dire qu'ici on a une véritable proposition en opposition avec les précédentes séries, mais ce serait faux puisqu'on a aussi des propositions dans The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Toutefois, si je voulais grossir le trait sur la base d'une métaphore architecturale, soyons fous, je dirais que là où les séries précédentes nous ont proposé un grand 8, un Tatooine en carton-pâte ou encore un magasin de souvenirs mal rangé, Andor construit sous nos yeux un haut fourneau pierre par pierre et soudure par soudure. Andor laisse de côté l'humour, le cabotinage et l'omniprésence de la référence pour nous proposer une réflexion parfois dépouillée et brute sur ce qui pousse les gens à agir et pourquoi certains décident de servir l'Empire alors que d'autres se mettent au service corps et âme de la résistance. Là où les personnages secondaires sont vus comme des sketchs en puissance ou pas bien plus que des archétypes dans la plupart des séries, Andor tente d'insuffler un réalisme cru mais fouillé dans les siens. Comme je le laissais entendre en introduction, je peux comprendre ceux qui n'accrochent pas à Andor du fait des lenteurs de certains épisodes. Ah oui, ce n'est pas un blasphème de parler de ces lenteurs, même si je sais qu'elles n'en sont pas pour d'autres spectateurs et qu'elles peuvent être considérées comme des temps de respiration, de contemplation ou de développement nécessaires au moment plus épique de la saison. Pour illustrer mon propos, je pourrais notamment parler des nombreuses scènes consacrées à Cyril Karn après le 4e épisode. D'un côté, on a de nombreuses répétitions et l'impression que rien n'avance ou qu'on se contrefout de ce personnage. De l'autre, c'est toujours extrêmement bien réalisé avec de véritables intentions dans la composition des plans, notamment toutes les scènes du carcan maternel qui se referme sur Cyril et son infantilisation. C'est également très bien interprété, comme tout le reste de la série. Et puis surtout, au bout du compte, on a la réponse à cette question quand même éminemment importante de savoir quel type d'individu pourrait servir l'Empire par conviction. Ce genre de type. La réponse résumée en une phrase semble simple et sans intérêt, mais on y trouve une dimension plus humaine, plus accablante encore, avec cette personnification du culte de l'ordre et de l'obéissance. Du côté de Vel Sartah et de Cinta Kaz, les deux résistantes, je reste quand même relativement perplexe. Leur parcours sert à montrer la manière dont certains résistants vont sacrifier leur histoire personnelle au profit de leur engagement dans la cause, mais dans cette première saison, du moins, on verra ce que ça donne dans la seconde,
et une fois passé bien sûr la mission d'Aldani qui était quand même assez formidable, leur impact me semble extrêmement faible quand on la rapporte à leur temps d'écran. Le temps consacré au fonctionnement interne de l'ISB, le bureau de renseignement de l'Empire, me semble aussi pertinent que nécessaire pour dépasser les images de façade habituelles de l'Empire, les sempiternels plans à bord des destroyers impériaux. Il y en a marre de ces plans-là. La bureaucratie militaire, les jeux de pouvoir et de compétition interne mesquine, mais aussi l'intelligence mise au service d'un immense pouvoir d'oppression, tout cela sans jamais tomber dans la caricature facile et le gros clin d'œil appuyé aux spectateurs. Est-ce que Star Wars a besoin de Jedi et de Force pour être Star Wars? Clairement la réponse est non. Cette approche bien plus rugueuse vient mettre son nez dans les rouages qui sont à la fois les plus fascinants et les moins reluisants de la résistance et de ce qu'elle implique en termes de moralité. De ce point de vue, le personnage de Luten Rael est absolument fascinant et nous offre plusieurs moments aussi sombres qu'admirables. Son discours de l'épisode 10 au sujet de tout ce qu'il sacrifie est tout simplement parfait, aussi bien dans son écriture que dans son interprétation. Il faut dire que Stellan Skarsgård est à couper le souffle tout au long de la série. Autre moment de gloire, sa façon d'échapper au faisceau tracteur du vaisseau impérial, un très grand moment d'ingéniosité scénaristique en mettant l'action au service du propos de fond, à savoir renverser les méthodes et le recours à la force de l'adversaire contre lui-même. Étonnant aussi de voir que le temps consacré à un personnage tel que Bix en début de saison vient enfin porter ses fruits vers la fin quand il s'agit d'illustrer la cruauté de l'empire d'autres. En effet, malheureusement, qui dit dictature ou autre tyrannie, dit toujours tortionnaires et misérables individus tout prêts à en faire souffrir d'autres. Ici, on a un clin d'œil très classe avec une référence de réalisation à Un Nouvel Espoir quand la porte de la salle d'interrogatoire se referme sur Leia en présence de Darth Vader. La série s'évertue à illustrer les différentes strates de la société où se joue la résistance et on passe des faubourgs de la planète industrielle de Ferrix aux magnifiques architectures de Coruscant. D'une certaine façon, on a souvent l'impression que Mon Mothma est plus enfermé dans le cadre de son architecture d'intérieur ou dans son véhicule à chauffeur espion que les citoyens de Ferrix dans leur ambiance germinale de l'espace. Mon Mothma est parfaitement interprétée elle aussi, ainsi que ceux qui l'entourent, notamment Perrine, son mari, ou Tei, son ami d'enfance. Toutefois, je pense qu'on aurait pu avoir davantage de ce côté de l'intrigue de la première saison. Plus d'événements, plus de suspense aussi, voire plus de tractations politiques, de rebondissements tout simplement, que ce soit au Sénat ou ailleurs. Les moments les plus intéressants de la saison restent pour moi ceux qui concernent Cassian Andor et Luten Rael. Pour Cassian, on a notamment les 15 premières minutes de la saison, puis l'épisode 4, puis l'épisode 6 qui était aussi puissant qu'un final de saison. Et ce qui est très plaisant aussi avec cette saison, c'est aussi qu'on ne sait jamais véritablement où elle va nous emmener, quelle direction elle va prendre. Comme vous peut-être, j'ai été totalement pris au dépourvu lors du long détour en prison notamment, prison qui nous offre, outre un petit clin d'œil à THX 1138, le premier film de George Lucas, une plongée dans l'aberration carcérale qui accompagne aussi les régimes dictatoriaux. L'aspect ubuesque réside bien sûr dans le fait que Cassian se retrouve emprisonné pour rien, alors qu'il est coupable de beaucoup du point de vue de l'Empire, comme pour souligner que l'existence même de l'Empire et son fonctionnement font qu'absolument personne n'est à l'abri de voir sa vie basculer du jour au lendemain en disparaissant sans aucun recours. On y gagne au passage cet incroyable personnage secondaire Kino Loy avec Andy Serkis dans son meilleur rôle depuis fort longtemps. De la surprise encore quand au final le mystère posé en début de saison sur la sœur de Cassian n'est absolument pas résolu et ne connaît même pas de progression véritable. Si la saison laisse une impression aussi forte, c'est aussi grâce à son dernier épisode qui est vraiment à l'image de la série. Un final qui ne cède jamais à la facilité avec des éléments qui se mettent en place et toutes les attentes du public qui sont autant de rancœur pour les individus sous le joug de l'Empire et finissent par exploser avec l'incroyable discours de Marva en reprenant à nouveau cette notion de piège de l'Empire qui se retourne contre lui. La puissance du symbole et des mots, voilà ce qui a été sous-estimé et qui nous offre une scène à la fois simple et pourtant extrêmement puissante de résistance populaire. La force des mots, c'est aussi ce qu'on retrouve dans ceux du jeune résistant passionné, Caris Nemik, ceux qu'il a laissés à Cassian. Des mots qui finissent de convaincre notre héros, notre anti-héros, un individualiste à se mettre au service d'une cause qui le dépasse. Cassian est en quelque sorte l'incarnation même du principe que Luten professe et applique sans relâche, en poussant l'Empire à accentuer la pression de sa poigne qui se referme autour du cou de la galaxie, le cerveau de la résistance espère voir s'exprimer
une force en retour. Soumis aux pressions d'un système brutal et aveugle, que ce soit en personne ou au travers de ses proches, Cassian se retrouve façonné malgré lui comme le métal de Férix, comme l'enclume qui sert à battre la mesure de la cité. Façonné en celui qui sera prêt à tout sacrifier comme Luthen pour exploiter la moindre faille permettant d'enfoncer un coin d'espoir dans l'édifice monolithique de l'Empire. Évidemment, la référence finale à l'étoile de la mort vient parfaitement s'inscrire dans ce spin-off de Rogue One, sachant que vous deviez sans doute vous demander, tout comme moi, à quoi pouvaient bien servir ces pièces fabriquées à la chaîne par les prisonniers de Narkina 5. Si ce sweatshirt incroyable JavaScript vous a tapé dans l'œil, vous le trouverez en lien en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, par exemple, qu'il y a Willow qui va commencer ce mercredi. Et bien sûr, je vais vous en parler semaine après semaine, épisode après épisode. Alors, à très vite pour de nouvelles aventures.